prochain talk est en français, et c'est à propos de l'orchestration des modèles de machine learning avec des outils open source par Denis Roussel. Merci beaucoup. Merci d'être resté. Je sais que tout le monde commence à avoir faim, donc on va essayer d'être rapide. Donc voilà, aujourd'hui, petit talk sur plus un retour d'expérience qu'on a. Donc on utilise des outils de machine learning dans nos solutions et voir comment est-ce que nous on orchestre tout ça à l'aide d'un logiciel qu'on appelle Decron, que je présenterai à la fin. Donc là, le talk va s'organiser autour de deux parties. Une première partie où j'ai plus expliqué qu'est-ce qu'on fait en termes de modèle de machine learning et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'orchestrer tout ça. Et une deuxième partie où je présenterai Decron. Alors peut-être juste avant me présenter, donc moi je suis Denis Roussel, je suis data scientist depuis 2 ans chez Centréon maintenant, mais ça fait 6-7 ans maintenant que je travaille vraiment principalement sur des séries temporelles. Alors je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ça, mais c'est plus là-dessus. Et en framework, donc comme tout data scientist qui se respecte, j'ai 2 cordes à mon arc, R et Python, plus d'autres petits, mais voilà, c'est les principaux. En parlant de Centréon, très rapidement pour présenter la société, donc on est une société basée sur qui développe un logiciel open source qui s'appelle aussi Centréon, qui est un fork de Nagios. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout la supervision informatique, grosso modo, c'est une tour de contrôle de tous les équipements informatiques, toutes les applications informatiques d'une entreprise pour surveiller que tout fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de soucis. Et donc si je vous parle de tout ça, c'est que l'année dernière, on a sorti notre premier outil basé sur le machine learning qui fait de la détection d'anomalies. Pardon, je regarde beaucoup l'écran. Donc la détection d'anomalies, l'idée c'est donc d'analyser une métrique. Donc par exemple, j'ai pris l'exemple ici du nombre de connexions à un serveur et de regarder si on va dévier par rapport à un comportement normal. Donc ce qu'on appelle un comportement normal, c'est qu'on va analyser l'historique. Et on va regarder que, par exemple, durant les heures de boulot, on a beaucoup de gens qui se connectent au serveur. Et la nuit et les week-ends, forcément, on a beaucoup moins de monde. Donc si on met un seuil fixe, on n'aura pas forcément de visuel sur si en pleine nuit, il y a beaucoup de connexions qui ne dépassent pas forcément le seuil d'alerte. On ne va pas être alerté, alors que potentiellement, on se fait hacker ou il y a au moins quelque chose d'anormal qui se passe. Donc la détection d'anomalies, c'est créer un modèle de machine learning qui va analyser l'historique, établir un comportement normal de cette métrique et comparer avec les nouvelles données qui vont arriver au fur et à mesure et voir si on dépasse ces valeurs-là ou pas. Et donc pour créer ce modèle de machine learning, on a besoin d'une architecture qui va créer ce modèle. Donc nous, on est architecturé un peu de cette façon-là. Donc c'est un schéma qui est un peu compliqué, mais on va le voir, qui est finalement assez simple. Il y a 2 grosses parties. La première partie, tout en haut, c'est une partie d'expérimentation, de développement, de test, qui est vraiment plus manuelle. C'est quand on va créer notre modèle de machine learning, on a besoin d'analyser nous-mêmes les données, de voir un petit peu à quoi on a affaire et créer notre modèle. Et donc pour ça, on a plusieurs étapes d'analyse de la donnée. Donc une première étape de validation de la donnée, de préparation, d'entraînement du modèle, de l'évaluation et de l'évaluation du modèle. Ce modèle, une fois qu'il est évalué, on va refaire une boucle d'entraînement parce que dans les modèles, il y a plein d'hyperparamètres qu'on peut tuner. Quand on parlait de deep learning juste tout à l'heure, le nombre de couches dans un réseau de neurones, le nombre d'époques, il y a plein de choses à tuner sur un modèle. Donc cette boucle-là va permettre de caractériser le modèle qu'on veut faire sur nos données qu'on a en production. Toute cette étape-là de validation de test, son but, c'est de créer un code source qui va pouvoir être automatisé sur de nouvelles données qu'on va pouvoir lui donner en production. Donc ce code source va rentrer dans un pipeline de développement, une CI/CD, etc., pour être validé. Et on va rentrer dans la partie de production, donc la partie basse, staging, pré-production, production. On va voir les mêmes étapes parce que notre code source va être créé pour faire toutes ces étapes-là qu'on a fait dans la période de test, qui à la fin vont nous permettre de créer un modèle qui sera spécifique pour notre série temporelle ou les données qu'on veut analyser. Si on continue un petit peu, une fois que notre modèle est créé, il va effectivement rentrer dans un pipeline de continuous développement et on va pouvoir faire des prévisions sur ces modèles-là. Ces prévisions vont être analysées pour vérifier la performance. Quand on parle de série temporelle, à chaque fois, on a de nouvelles données qui arrivent. Donc la performance peut évoluer au fur et à mesure des données qu'on reçoit. Si on a un changement dans la série temporelle, on peut avoir un changement dans le modèle. Et donc,
La mesure de performance des prévisions va permettre d'enclencher des événements pour réentraîner un modèle si jamais on a besoin de réentraîner un modèle. Quoi qu'il en soit, dans l'entraînement du modèle, on a besoin de l'entraîner régulièrement. Parce que qui dit nouvelles données dit plus d'informations, et donc de temps en temps, il faut les réentraîner. Et donc toute cette partie-là, on a besoin de l'orchestrer. Quand on parlait de supervision informatique chez Centréon, on dit que pour la détection d'anomalies, par exemple, on fait un modèle par métrique. Donc pour une grosse entreprise, des métriques, on peut en avoir plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions. Donc là, on a deux cas de figure qui s'offrent à nous pour gérer tout ça et faire un entraînement de modèle. Soit on se dit, on a plusieurs centaines de milliers de séries temporelles, l'idée, on va les consolider tous ensemble et on va faire un modèle général, peut-être un modèle deep learning, parce qu'on aura beaucoup de données, on sera capable de faire un modèle deep learning, pour créer un modèle qui soit unique sur l'ensemble des métriques qu'on voudra analyser. Ce mode de fonctionnement-là, il a plusieurs avantages. Le premier, c'est que on a besoin que d'un seul modèle à maintenir et à tuner. Donc on peut vraiment y consacrer beaucoup de temps et mettre beaucoup de ressources sur ce modèle-là en particulier. L'autre gros avantage, c'est que une nouvelle série temporelle, un nouveau client qui arrive, qui vient se brancher, il peut utiliser les informations qu'on a utilisées chez les autres clients et dans notre passé pour avoir un modèle qui soit, même de base, sans beaucoup de données, qui soit cohérent avec ce qu'il peut avoir. Par contre, il y a quelques inconvénients. Un des gros inconvénients que ça a, c'est que c'est inapte au changement de distribution. Alors, je vais m'expliquer là-dessus. Quand on parle de machine learning, elle a très bien expliqué tout à l'heure, je ne me rappelle plus son prénom dans sa présentation, on parle de créer une fonction mathématique qui va représenter une métrique en fonction de plein d'autres variables. Dans la plupart des modèles de machine learning, des algorithmes, il y a une hypothèse qui est assez forte, c'est que la distribution des valeurs de notre métrique doit être identique sur l'ensemble des données qu'on va analyser. Quand on parle de séries temporelles et qu'on parle de plein de métriques différentes, on peut avoir plein de distributions qui sont différentes. Et donc si on a des distributions qui sont différentes, des distributions statistiques, je parle, on ne va pas pouvoir utiliser les mêmes modèles pour ces métriques-là. Donc ça, c'est un gros désavantage. L'autre désavantage, c'est que si on veut regrouper toutes les séries temporelles entre elles, on a besoin de partager les mêmes informations entre ces différentes séries temporelles. Et donc, je parlais tout à l'heure de connexion à un serveur de réseau. Si on parle par exemple d'une administration française, l'administration française va être très impactée par des facteurs exogènes comme les vacances scolaires, comme les heures d'ouverture de bureau. Par contre, si on parle d'une entreprise de retail, par exemple, va être impactée par d'autres facteurs. Ça va être le Black Friday, ça va être les périodes de soldes, et qui vont être différentes entre elles. Et donc, si on rentre ces features, ces variables qui sont différentes sur un même modèle, on risque d'avoir ou de l'overfitting d'un côté, ou beaucoup plus d'erreurs sur l'ensemble des différentes séries temporelles. Et la dernière désavantage, c'est que, comme je dis, il y a des métadonnées qui doivent être exigées sur les différentes métriques pour pouvoir les différencier et les comparer. Donc ça, c'est la première méthode générale. On fabrique un modèle sur l'ensemble des données qu'on a en notre possession. Deuxième idée, c'est de dire, on ne s'embête pas, on va faire, plutôt pour contrecarrer les désavantages, on va faire un modèle par série temporelle. Gros avantage, donc, qui sont les inconvénients de l'autre, c'est qu'on va pouvoir avoir peut-être des meilleures performances sur les modèles que le modèle général, parce qu'on pourra être très spécifique sur la donnée qu'on va analyser. L'autre chose, c'est qu'on va pouvoir customiser notre modèle avec les différentes distributions et les métadonnées qui seront données pour chacune des séries temporelles qui seront spécifiques. Mais ça a aussi d'autres désavantages. Le gros désavantage, c'est que il y a énormément de modèles. Je vous disais, plusieurs centaines de milliers de modèles à entraîner automatiquement, à tuner et à surveiller. Et l'autre désavantage, c'est que quand on a un nouveau client qui arrive avec une nouvelle métrique, on n'a pas d'informations dessus. Donc, dans un premier temps, on ne va pas pouvoir lui donner un modèle qui soit performant. Il va falloir attendre un petit peu d'historique avant de le faire. Donc, une fois qu'on a posé ça, on ne va pas s'intéresser au modèle général, mais je voulais vous présenter. Nous, on s'intéresse vraiment au modèle, un modèle par série. C'est la manière dont on a implémenté les choses. Et voir comment est-ce qu'on arrive à surveiller surtout les inconvénients de ça, parce que c'est ce qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on arrive à entraîner
des milliers, donc des milliers de modèles et de faire des prévisions sur autant de métriques que de modèles là-dessus. Et donc, j'arrive du coup à ma deuxième partie où je vais présenter un petit peu d'Ecron. Alors, pour ceux qui sont familiers avec Linux, je suis à peu près certain que vous connaissez cron, qui permet de scheduler des tâches sur un serveur. Dcron, c'est la même chose, sauf que c'est de manière distribuée. On va pouvoir installer Dcron sur plein de serveurs différents, de manière distribuée, puis il va y avoir un nœud par an qui va orchestrer les différentes tâches et distribuer les différentes tâches sur les différents nœuds. Il y a un désavantage par contre à Dcron, c'est qu'il n'avait pas de CLI. Donc du coup, il y avait un projet Python qui n'était plus maintenu depuis longtemps, qu'on a repris pour nous aider à justement entraîner ces différents modèles. Et je vais juste montrer un petit exemple maintenant. Comment est-ce qu'on utilise, nous, en production, Dcron CLI, et voir comment est-ce qu'on entraîne à différents modèles. Donc peut-être déjà, alors j'ai fait une image Docker de Dcron, juste pour vous montrer. Donc Dcron vient avec une interface web, où on vous montre un petit peu les différentes choses. Donc il y a un dashboard initial qui montre le nombre de jobs au total, les successful jobs, etc. Le nombre de nœuds, si on a plusieurs clusters, on va voir tous les nœuds qui seront listés ici. Et ici, on peut avoir les différents jobs. Donc j'ai créé par défaut, je crois, 100 prévisions et 100 entraînements de modèles qui font rien derrière, mais juste des jobs pour montrer comment est-ce qu'on fait les choses. Mais voilà, moi cette interface web, je n'utilise pas trop parce que justement, quand on parle de milliers de modèles, aller scroller à l'infini nos différents modèles, pour moi, c'est pas très intéressant. Donc c'est pour ça qu'on a fait donc, une petite CLI qui permet de faire plusieurs choses. Donc, alors déjà, je vais vous montrer l'aide, elle y était déjà. Mais donc, voilà, donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec cette CLI. La première, c'est donc d'ajouter ou de créer des jobs qu'on voudra faire, de supprimer des jobs, exporter tout ce qu'on veut pour les réintégrer si on veut faire du backup, récupérer les différents jobs et les jouer. Alors je ne me suis pas embêté, j'ai fait quelques snippets pour voir les choses. La première chose de vérifier, c'est de vérifier que ça fonctionne bien. Je vous ai dit que j'avais créé 200 jobs. Alors j'utilise JQ derrière parce que la plupart des résultats de cette CLI, c'est du JSON. Moi, j'espère que tout le monde connaît à peu près JQ. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être parser du JSON et de le formater et de jouer un petit peu avec du JSON. Donc là, je récupère juste le nombre d'éléments que j'ai dans ma liste de jobs. Donc j'en ai 200, donc très bien, c'est ce que j'avais configuré. Si je veux être plus spécifique, donc là on rentre un peu plus dans du JQ, où je veux récupérer le nombre de jobs qui font qu'uniquement de l'entraînement. Je vous ai dit, j'ai fait des entraînements de modèles, j'ai fait des prévisions. Là, je veux juste récupérer les entraînements, peut-être pour derrière réentraîner tous mes modèles. Donc ça, c'est un cas d'usage que j'utilise. Donc là, pareil, j'utilise JQ. Alors comme j'ai une liste au début, donc je récupère toute la liste, puis je récupère l'ID. L'ID, c'est l'ID du job qui va nous intéresser. Et là, après, je vais sélectionner uniquement les jobs qui commencent par training model. Les jobs qui commencent par prédiction seront des prévisions. Il y aurait d'autres moyens de faire cette sélection. Et donc là, effectivement, j'en ai bien 100. Donc là, j'ai bien récupéré les 100. Si je veux récupérer les noms, plutôt que de faire le length à la fin, je récupère juste la liste. Et je récupère les 10 premiers, parce qu'il y en a 100 qui vont s'afficher sinon. Mais donc là j'ai les 100 modèles. Alors je peux peut-être faire un que j'ai pas fait. Je peux faire un get job de celui-là par exemple. Donc voilà à quoi ça ressemble un job. Donc un job, donc là j'ai pris le training modèle 1. Un job c'est donc un ID, c'est sur ça que je faisais mon filtre. Il y a plusieurs paramètres qui sont en contexte. Je suis désolé pour les couleurs, je ne suis pas sûr que vous voyez très bien le bleu. Il y a les derniers succès, les dernières erreurs. Quand est-ce que le job est prévu, le prochain job, parce que là aujourd'hui il est schedulé en daily, donc ce job il va s'exécuter tous les jours à la même heure. Et donc le prochain sera donc demain, de ce soir à minuit ou demain à minuit, suivant comment vous voyez. Là, il y a la commande. Donc, effectivement, moi, j'ai juste fait, pour l'instant, il n'y a pas de training job, c'est juste un echo training model.
Donc ça permet de voir un petit peu les choses. Et dernier point qui nous intéresse, c'est que très souvent, voilà, on update des modèles. Et donc il faut réentraîner tous les modèles qu'on a sur un client donné ou sur tous nos modèles en général parce qu'on a amélioré les performances sur quelque chose. Et du coup, on suffit de lancer juste une boucle et directement, on va entraîner tous les modèles sans avoir à attendre le prochain job qui va s'exécuter. Voilà pour une présentation relativement courte de Decron et ça termine ma présentation. Donc si vous avez des questions, je suis tout oui. Merci beaucoup, très intéressant. Est-ce qu'on a des questions ? Alors moi j'en ai quelques-unes. Déjà je voudrais bien avoir l'adresse, l'URL de ces deux outils. Ouais. Donc c'est sur GitHub, mais si on peut avoir affiché le... Ouais. Ça doit être... J'aimerais bien avoir quelque chose. Tac, je pense avoir... Là. Ça doit être decron.io, je crois. Pour le premier. Yes. Donc ça c'est Decron. Et pour la CLI, sur GitHub de Centréon, Decron Python. Qui permet, donc voilà, avec quelques packages. Et donc c'est ce que je disais, on s'est basé sur un fork de Pavel, mais qui est plus maintenu depuis 4 ans, 5 ans. Donc on a rajouté quelques options, on a modifié quelques trucs, on est passé sur du Python un peu plus récent. Excellent, parce que toute personne qui fait du machine learning a ce genre de problème, parce qu'on n'entraîne jamais un seul modèle une fois, donc vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut vous trouver pour plus de questions, démonstrations ? Oui, alors je ne me rappelle plus, le stand de Centréon est 27B, quelque chose, non, je sais plus. B13B, sinon il y a le plan... Centréon, on a un stand, si vous avez le plan du SIDO, vous devrez trouver facilement. B13B, merci. B13B, merci.